Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Cette semaine, une pile assez imposante de livres. J'en ai terminé quelques-uns dont j'ai déjà parlé les semaines précédentes. J'en ai commencé d'autres, j'en ai même lu un en entier, tout petit celui-là. Mais donc voilà un peu l'état des lieux de mes lectures en cours qui, comme souvent, il y a des espèces de jeux d'accordéon. Tout d'un coup, il y a moins de livres, tout d'un coup, il y en a plus. Tout simplement parce que c'est un arrêt sur image, si vous voulez. C'est un moment, voilà où j'en suis. Et j'ai toujours un peu plusieurs fers au feu. Et donc, voilà. Alors, il y a plusieurs livres que j'ai terminés. Les 3 livres dont je parlais la semaine passée, je les ai les 3 terminés. Je vais commencer par un dernier au revoir à ces livres-là. Et quand je dis au revoir, ça veut dire non pas adieu, je vais peut-être les reprendre, du moins certains vont continuer à travailler dans mon esprit, en particulier La Horde du Contrevent de Alain Damasio, un livre fantastique dans tous les sens du terme, un livre qui raconte une histoire assez extraordinaire, enfin en tout cas dans le sens premier du mot extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. On est dans un monde où une horde composée de personnages, chacun avec des fonctions spécifiques, va affronter des vents extrêmement forts pour arriver depuis l'extrême aval vers l'extrême amont, si je me trompe pas dans les dénominations. Et donc, on va affronter des formes de vent extraordinaires, la 9e forme du vent qu'affrontent les personnages de cette horde qui petit à petit perd une bonne partie de ses membres et qui cherche à arriver. Alors j'ai lu la fin, je ne vais pas la spoiler, la fin qui est pourtant la page 0 du livre, puisqu'il va à contre-courant, ce livre-là. Et donc, que se passe-t-il à la fin? Je ne vais pas le dire, mais cette fin, elle est à la fois surprenante et attendue. Ils arrivent, ou pas, au bout du monde. Mais qu'est-ce que c'est que le bout du monde? Et évidemment, la question qu'on se pose immédiatement, qu'est-ce qu'il y a après le bout du monde? Réflexion qui n'est pas seulement une réflexion géographique, mais qui est une réflexion aussi sur qu'est-ce qu'il y a au bout de la vie, parce que leur vie à ces gens de la horde, c'est une vie consacrée à remonter jusqu'à ce bout-là. Une fois qu'ils y sont, ils font quoi? Ils meurent peut-être. Ou, je ne vais pas dire ce qui se passe, évidemment. Mais cette fin est, comme tout le livre, écrite avec beaucoup de précision et d'inventivité. J'imaginais une fin, c'est un peu celle-là qui est arrivée, mais à un moment donné, j'ai cru non, c'est pas ça. Et donc, on est quand même surpris, malgré tout au long de ce livre-là, avec des personnages dont on ne sait pas s'ils sont humains ou pas, s'ils sont formés par le vent, le rôle du vent, de l'air, ce qu'ils appellent le vif. C'est pas toujours très facile à suivre, mais il y a quelque chose de tout à fait fascinant, des joutes littéraires qui se font un peu oulipiennes à certains moments, ça j'en ai déjà parlé. Bref, un livre vraiment assez extraordinaire dans ce monde de la fantaisie, mais qui, comme d'autres livres de cet univers-là, c'est un univers multiple, le monde, ce qu'on appelle science-fiction. Là, ici, c'est folio SF, mais science-fiction, le terme n'est pas convaincant, c'est pas vraiment de la science-fiction. On pense à d'autres auteurs classés dans la science-fiction qui sont un peu dans le même univers. Je pense à Jacques Abeille en particulier, même si le style de Damasio est peut-être plus clair, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on suit plus facilement là, ce qui s'y passe, mais on a une inventivité permanente et puis une réflexion profonde au fond autour de ce qu'il appelle le vif, la vie, le vent, toutes ces choses qui nous maintiennent dans
la tension à contre-courant, pour trouver justement ce qui est au bout, mais ce qui résiste. Et le livre parfois résiste un peu. Et évidemment, un livre, ça doit nous résister. Si ça se lit de manière à ce qu'il n'y ait pas de résistance, bon, c'est pas si intéressant que ça. Alors, dans les livres qui résistent, je vais parler d'un livre, alors là, que j'ai terminé, mais qui n'est pas terminé, parce que c'est un livre inachevé, Le Marquis de Fayolle de Gérard de Nerval, dans cette Pléiade, qui est donc un livre qui raconte des aventures beaucoup plus classiques, un peu roman de cap et d'épée à la Dumas, et avec une histoire qui se passe pendant la Révolution française, chez les Chouans, avec des gens qui sont, sans le savoir, de la même famille et qui sont dans des camps opposés, et le père qui retrouve son fils, la mère qui est devenue religieuse et qui elle aussi va découvrir son fils qui est parmi ceux qui viennent l'arrêter parce que le fils est révolutionnaire, parce qu'il a été renié par une famille de nobles, sans qu'il le sache, mais on lui a bien fait sentir qu'il était un bâtard, en fait. Bref, tout ça est assez connu. Et surtout, on s'arrête en plein milieu au moment où ça devenait intéressant. Enfin, j'ai eu un peu cette impression, au moment où nos personnages séparés, le père, grand marquis, le marquis de Fayolle, le fils qui s'appelle Georges et qui ne sait pas qu'il est d'extraction noble, qui est révolutionnaire, et la mère qui est devenue une religieuse qu'on va chercher dans son couvent pendant la Révolution, parce que les religieuses sont virées des couvents, avec une grande violence, et tous ceux-là vont se retrouver, et ça se termine comme ça. Georges c'est donc le fils, la regarda fixement pour essayer de lire au fond de sa pensée. Point de suspension, et on ne saura jamais ce qu'il y a au fond de la pensée de, non pas sa mère, mais Gabrielle, une jeune fille qu'il aime, mais qui n'est pas de son niveau social. Croit-il ? Mais les retrouvailles n'ont pas lieu, parce que le livre s'arrête là. Donc, frustration, peut-être. Après, c'est pas le meilleur livre de Gérard de Nerval. Là, j'ai commencé, j'en parle rapidement parce que j'ai pas encore lu grand-chose, sa correspondance. Et j'ai lu quelques-unes des lettres à Jenny Colomb, cette actrice qu'il a aimée, qui a inspiré des personnages dans Les Filles du Feu. Et donc, évidemment, c'est intéressant. Alors, on a là aussi, évidemment, des lettres amoureuses d'un amoureux transi qui, disons, n'est pas satisfait et qui nous paraissent aujourd'hui assez datées. Lisons-en une pour entrer dans cette correspondance. Il y a, après toute la correspondance, enfin, en tout cas une bonne partie de la correspondance, non pas seulement à Jenny Colomb, celle à Jenny Colomb a été rassemblé dans un volume auparavant, puis ensuite il y a tout ce qu'il écrit à tous les autres. Alors justement, lisons une lettre à Jenny Colomb. La lettre numéro 3. Il va se présenter bientôt une occasion nouvelle de vous prouver ce que je puis pour vous. Que vous attachiez ou non de l'importance à mes services, croyez qu'ils vous sont acquis pour toujours, sans condition et sans réserve. Et maintenant, si je vous fais cet aveu, c'est que je m'abandonne à vous sans arrière-pensée et sans calcul. C'est que dussiez-vous ne m'accorder que de l'amitié, mes services auxquels de nouvelles circonstances vont peut-être donner du prix sont à vous encore sans condition et sans réserve. Disposez-en pour vous et pour vos amis, et souvenez-vous que je ne croirai jamais avoir des droits qu'à votre égard et à votre amitié. La suite sera l'œuvre du temps, je l'espère. Je ne sais,
il y a quelque chose qui vous enchaîne à mon égard. Si j'avais à lutter contre d'obscurs soupirants, j'espère que du moins l'occasion de mon... Il y a une sorte d'arrêt là aussi. Une seule chose me rend encore quelque confiance pourtant, c'est cette lettre, et peut-être je m'abuse en y attachant tant de prix. Elle m'a montré quelque chose de votre âme, et car elle a sa transparence, l'estime que je fais de vous. Mais ceux-là, je les réclame. Il y a tout d'un coup des trous dans cette correspondance, dans cette lettre, où on voit cette idée, je me mets à votre service sans condition. Mais le temps peut-être. Donc il y a quand même des conditions. Il y a quand même, en tout cas, plus que quelque chose qui serait désintéressé. Et ça me permet de faire une petite transition vers une lecture que j'ai commencé. Je me suis mis à lire la poésie de Pierre de Ronsard. Donc, sa poésie amoureuse, les amours de Ronsard. Alors la poésie, c'est toujours une question, comment on lit ça? Alors là, je lis ça comme on lirait un roman. Je lis ces poésies les unes après les autres, et on est là aussi dans ce rapport compliqué des hommes aux femmes qu'on a déjà chez Nerval. Nerval, certes, il va dire « je ne mets pas de conditions », et en même temps, ça tient presque du harcèlement, ce qu'il fait. Si on se met à la place de Jenny Collant. Et Ronsard, alors là, c'est encore plus manifeste. Les amours de Cassandre, c'est à foison, et peut-être justement l'accumulation de tous ces poèmes va dans ce sens-là. À foison, la plainte, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, vos yeux, machin, et compagnie, avec ce qu'on appelle des topoi, des choses, ce qu'on pourrait voir comme des clichés aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient bien vus, beaucoup mieux vus qu'aujourd'hui. Les traits d'amour, ce qu'on appelait les raies, donc l'amour qui m'a non pas fusillé, mais tiré dessus avec son arc, l'image de Cupidon, et puis les deux feux qui me brûlent, et en même temps le froid, le chaud qui se mélangent, etc. Toutes ces images-là, elles sont ultra fréquentes, mais on voit bien qu'il y a aussi cette idée du désir frustré, et d'une sorte d'acharnement de Ronsard. Alors évidemment, ça peut être dit de manière extrêmement élégante. En même temps, encore une fois, si on se met à la place de la jeune fille, très jeune fille, qui reçoit tout ça, ça doit être quand même assez lourd à porter. Alors, lisons un sonnet, puisque ce sont des sonnets de la plupart, en tout cas, des textes. Il y a tout d'un coup des choses qui sont des chansons, des choses un peu plus longues, en tout cas dans ce que j'ai lu, mais dans les amours de Cassandre, les amours de la jeunesse de Ronsard, ben, souvent, on a des sonnets. Le sonnet 28, complètement au hasard. Injuste amour, fusil de toute rage, que peut un cœur soumis à ton pouvoir, quand il te plaît par les sens émouvoir notre raison qui préside au courage. Je ne vois pré, fleur, antre ni rivage, champ, roc, ni bois, ni flot dans le Loir, que peint en eux, il ne me semble voir cette beauté qui me tient en servage. Ors en forme, ou d'un foudre allumé, ou d'un torrent, ou d'un tigre affamé, par fantaisie, amour, de nuit les guide. Mais quand ma main en songe les poursuit, le feu, la nef et le torrent me fuient, et pour le vrai, je ne prends que le vide. Voilà un peu de Ronsard, j'y reviendrai. C'est assez intéressant
même si ça se répète beaucoup, d'entrer dans l'univers mental de quelqu'un d'une autre époque, mais qui nous parle encore aujourd'hui. Finalement, on lit toujours les mêmes poèmes de Ronsard. Là, j'ai lu déjà 120 pages de ces Amours de Cassandre. J'en suis au 154. Et ce sont des poèmes que je ne connais pas. On n'a pas encore les mignonnes, allons voir si la rose, quand vous serez bien vieille et compagnie. Mais évidemment, ça viendra. Mais c'est cette ritournelle, ces poèmes qui, sans cesse, sont quand même renouvelés. C'est pas toujours la même chose. C'est ça qui est intéressant. C'est ces formes avec variation sempiternelles qui sont intéressantes à observer et à entrer dans une autre époque. Alors, entrer dans une autre époque, je l'ai fait aussi en terminant ce livre de Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, qui montre l'évolution historique de la place des enfants et de la place de la famille sous l'Ancien Régime jusqu'à l'époque plus récente, quasiment au XXe siècle, mais s'il s'attache surtout aux évolutions qui ont lieu entre les XVIIe, XVIIIe siècles, où la famille prend une importance beaucoup plus importante, beaucoup plus grande qu'auparavant. Et ce qui change, c'est aussi se concentrer sur la famille nucléaire, ce qu'on appelle aujourd'hui nucléaire, en tout cas une famille moins élargie qu'une sorte de toute une communauté villageoise ou urbaine, mais qui fait qu'on s'attache aussi beaucoup plus aux enfants. Et l'école, le fait d'envoyer les enfants à l'école joue un rôle assez important dans ce phénomène-là. Lisons d'ailleurs un petit extrait de la fin pour bien voir cette évolution de la place de l'enfant, de la famille, cette question qui nous parle encore aujourd'hui. Nous sommes tous dans des familles qui nous paraissent être quelque chose, au fond, de normal. La famille est quelque chose qui semble là depuis toujours, et depuis toujours sous la même forme. Or, lire de l'histoire, en tout cas pour moi, c'est justement remettre en question ce qui nous paraît évident, ce qui nous paraît là de toute éternité. Depuis la fin du Moyen-Âge, écrit Philippe Ariès, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, l'enfant avait conquis une place auprès de ses parents, à laquelle il ne pouvait prétendre au temps où l'usage voulait qu'on le confiât à des étrangers. Ce retour des enfants au foyer est un grand événement. Il donne à la famille du XVIIe siècle son principal caractère qui la distingue des familles médiévales. L'enfant devient un élément indispensable de la vie quotidienne. On se préoccupe de son éducation, de son placement, de son avenir. Il n'est pas encore le pivot de tout le système, mais il devient un personnage beaucoup plus consistant. Cette famille du XVIIe siècle n'est pourtant pas la famille moderne. C'est intéressant de s'attarder sur le moment où les choses changent. On n'est plus au Moyen-Âge, on n'est pas encore à l'époque moderne. Cette famille donc du XVIIe siècle n'est pourtant pas la famille moderne. Elle s'en distingue par l'énorme masse de sociabilité qu'elle conserve. Elle est, là où elle existe, c'est-à-dire dans de grandes maisons, un centre de relations sociales, la capitale d'une petite société complexe et hiérarchisée que commande le chef de famille. Au contraire, la famille moderne se retranche du monde et oppose à la société le groupe solitaire des parents et des enfants. Toute l'énergie du groupe est dépensée pour la promotion des enfants, chacun en particulier sans aucune ambition collective. Les enfants plutôt que la famille. Cette évolution de la famille médiévale à la famille du XVIIe siècle et à la famille moderne fut longtemps limitée aux nobles et aux bourgeois, aux riches artisans, aux riches laboureurs. Encore, au début du XXe siècle, une grande partie de la population, la plus pauvre et la plus nombreuse, vivait comme les familles médiévales. Les enfants ne restaient pas chez leurs parents. Le sentiment de la maison, du chez-soi, du home, n'existait pas pour eux.
Le sentiment de la maison est une autre face du sentiment de la famille. À partir du XVIIIe siècle et pour longtemps jusqu'à nos jours, le sentiment de la famille se modifia très peu. C'est écrit en 1960. Est-ce que ça a changé depuis ? Question. Est-ce que cette lecture-là a été réactualisée ? Je ne sais pas. Sans doute dans certains de ces détails, mais de manière fondamentale, je ne suis pas sûr que l'analyse ait à être beaucoup changée depuis. Mais ça reste à creuser. Il resta, donc, le sentiment de la famille, il resta tel qu'on l'observe dans les bourgeoisies rurales ou urbaines du XVIIIe siècle. Par contre, il s'étendra de plus en plus à d'autres classes sociales, non, couches sociales. Bon, je ne vais pas changer le texte, même si l'idée est la même. Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, Ashton constate les progrès du genre de vie familiale. Des ouvriers agricoles tendaient à s'installer un foyer à eux, au lieu de prendre pension chez leurs employeurs, et un déclin de l'apprentissage dans l'industrie permettait des mariages plus précoces et des familles plus nombreuses. Le retard de l'âge du mariage, la précarité du travail, les difficultés du logement, la mobilité du compagnonnage, la persistance de traditions d'apprentissage, autant d'obstacles au monde idéal de la vie de famille bourgeoise, autant d'obstacles que l'évolution des mœurs grignotera peu à peu. La vie familiale s'est désormais étendue à presque toute la société, au point qu'on a oublié son origine aristocratique et bourgeoise. Voilà une réflexion intéressante sur la vie de famille, devenue peut-être plus difficile aujourd'hui ou restée plus difficile pour les classes sociales ou les couches sociales moins favorisées, où les enfants, c'est plus compliqué de les avoir avec soi à la maison. Voilà, cette réflexion autour donc de la famille au XVIIe siècle, c'est une réflexion qui m'a beaucoup intéressé. Et puisqu'on était au XVIIe siècle, le livre parle de l'Ancien Régime et va même traverser les époques jusqu'à aujourd'hui quasiment, en partant du Moyen-Âge. Mais puisqu'on était au XVIIe siècle, dans le passage dont il est question, on va y revenir en 1666, si je ne me trompe pas, avec Ravenne. J'en ai déjà parlé de ces bandes dessinées. Ravenne, j'avais lu la première, Némésis. Et puis les suivantes, c'est les contrées infernales et les furies. Alors on est dans le monde des pirates du XVIIe siècle. Un livre de Mathieu Laufray, où on a justement, au départ, un enfant. Ravenne, on nous explique au début du deuxième livre ou du troisième, je vais aller contrôler ça tout de suite. C'est sans doute le début du troisième, qui s'appelle Furie, où on nous explique qu'il s'agit d'un enfant qui va se retrouver seul, qui va se retrouver éloigné de sa famille. On le voit ici après un incendie, et ce personnage d'enfant va grandir, devenir pirate, et on a un récit de pirate assez traditionnel, mais qui nous permet d'entrer dans à la fois la violence et l'aventure de cette histoire des pirates de Ravenne. Ravenne qui affronte j'allais dire piratesse, je ne sais pas si le terme existe, mais une femme pirate, comme il y en a eu historiquement, même si celle-ci est de fiction, tout cela est de la fiction, et affronte aussi d'autres personnages dans une ambiance souvent dure de combats sombres et dans ces contrées infernales qu'est une île de la Caraïbe. C'est dans ces lieux-là qu'évidemment la piraterie s'est le plus développée, que notre mythe moderne de la piraterie est la plus présente. En plus, il y a des espèces de cannibales, ou en tout cas d'indigènes assez inquiétants,
qui se retrouve aussi sur cette île avec un volcan qui entre en éruption, et des ambiguïtés amoureuses aussi avec cette femme pirate, mais aussi une autre femme qui, elle, devrait être plus sage. Et donc, voilà, une histoire qui m'a beaucoup intéressé, que cette histoire de Ravenne, et puis surtout, très très beau dessin. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment très bien fait dans les images, avec une certaine violence qui est montrée, mais sans qu'on en abuse. Mais regardez ces images de paysages de cette terre volcanique extrêmement impressionnante. Bref, une excellente série de bandes dessinées que Ravenne de Mathieu Laufray. Et puisqu'on est dans des lieux exotiques, il me reste encore 2 livres dont je vais parler, qui sont pour le premier en cours de lecture, et puis l'autre c'est le petit livre que je garde pour la bonne bouche à la fin. L'exotisme, disais-je, ou plus précisément ce qui a été terrorisé. Non, je ne suis pas terrorisé, peut-être qu'il y a quelque chose de terrorisant de Ravenne. Ce qui a été théorisé plutôt, je crois, par l'auteur, donc il s'agit d'Antoine Volodine, comme post-exotisme, même si le terme reste assez obscur pour moi, je dois l'avouer, j'ai pas lu beaucoup de choses de Volodine, j'avais lu, je crois, un autre livre dont j'ai oublié le titre, mais donc, ça s'appelle donc Bardo or Not Bardo, ça date déjà d'il y a quelques années, 2004, un livre qui est assez surprenant. Parfois on est un peu perdu, comme on peut l'être dans d'autres livres, comme je l'ai été parfois chez Alain Damasio par exemple. Ce livre, donc, Antoine Volodine, Bardo or Not Bardo, qu'est-ce que c'est que ce Bardo ? C'est le lieu où pendant un certain nombre de jours, 43 je crois, ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas un certain nombre de jours, au moment de la mort, selon les croyances bouddhistes, le Bardo Tödel, le livre des morts tibétain, on se trouve quelque part entre la vie et la mort, dans une sorte de lieu où les morts sont guidés soit vers l'éveil définitif, soit vers la réincarnation. Et donc on a un personnage alors qui change de nom, je ne sais pas trop si c'est le même d'ailleurs, qui s'appelle au début du livre comme une forme, et puis ensuite Glouchenko. D'abord, on a un premier chapitre où, de manière assez surprenante, tout est surprenant dans ce livre-là, et c'est ce qui en fait évidemment la saveur. On a un moine, un vieux moine, donc un moine bouddhiste. On a ce comme une forme qui meurt assassiné, on a des poules qui traînent là autour, et puis on a en même temps une sorte de femme étrange avec des plumes qui est très belle et qui est là, et puis on a un autre personnage qui fait comme une sorte de reportage, qui décrit la scène dans un moment de discours direct, comme si c'était, je sais pas, une sorte de chaîne de télévision qui montrait ceci, mais on ne sait pas trop il y a une organisation derrière. Tout ça est très très étrange. Et ensuite, il y a un voyage en train aussi, où on se dirige là aussi vers un lieu un peu inconnu, un peu l'extrême amont de Damasio. Il y a quelque chose comme ça. Un personnage, ou plusieurs personnages qui s'appellent tous Schlum. Bref, tout ça est tout à fait bizarre, mais tout à fait intéressant pour parler de cette bascule entre la vie et la mort. Ce moment où on est au bord de la falaise. Là, je spoil un peu Damasio, mais ce moment où on est quelque part entre deux, sans s'en rendre compte. Parfois, tout le deuxième chapitre, le personnage qui s'appelle Glouchenko dans ce chapitre-là, il erre dans le noir, et puis il croit qu'on lui a fait une mauvaise blague, et puis qu'on va bientôt rallumer la lumière, et puis il comprend pas pourquoi il téléphone à un personnage qui vient de mourir, il l'a vu mourir, mais le type il est encore vivant, sauf qu'il lui comprend pas que c'est lui-même qui est mort, etc. Donc tout ça est assez étrange. Et puis je vais quand même lire le tout début, parce que j'ai bien aimé ce début, ça m'a
beaucoup parler, puisque ça commence par les poules. Et ça s'appelle Barou d'honneur avant le bardeau, le premier chapitre. Les poules caquetaient tranquillement derrière le grillage, à leur habitude, lorsque le premier coup de feu retentit. Certaines hochèrent la crête, d'autres suspendirent leur marche disgracieuse et figèrent au-dessus du sol une patte grisâtre, ne se décidant pas à la reposer dans le grain et la crotte. D'autres encore continuèrent à glousser sans s'en faire. Les pistolets ne les concernaient pas. Les couteaux, oui, peut-être, mais les Malakoff ou les Browning, non. Puis une deuxième détonation ébranla la quiétude de l'après-midi. Quelqu'un arriva en courant et s'effondra sur le grillage du poulailler, dont la structure mal conçue pour ce genre d'épreuve aussitôt se déforma. Les piquets fléchirent, une rangée de perchoirs se disloqua, et cette fois, l'ensemble des volailles se laissa gagner par l'hystérie. Rousses et blanches principalement, mais 2 ou 3 noiraudes, les poules en désordre se dispersèrent à grands cris. Le blessé s'agrippait à un tissu de fer, il voulait à la fois avancer et rester vertical, mais il n'y réussit guère. Il progressait en oblique, indifférent au caquetage, préoccupé avant tout par les pas qui se rapprochaient, car maintenant son poursuivant le rattrapait, un homme qui marchait vite, précédé par une poule qui zigzaguait sur le chemin, ventre à terre, ses moignons d'ailes en émoi. Le tueur rejoignit le blessé, et il le considéra sans mot dire, pendant un court instant, comme réfléchissant à ce qu'il faisait là-devant, une cible déjà touchée, et même passablement bien touchée, puisqu'il lui tira dessus une 3e fois, presque sans viser, juste avant de repartir et de disparaître. La cible s'appelait Cominform. Cominform, on est dans un monde post-communiste aussi. 2004, c'est les débuts du pouvoir de Poutine en Russie. C'est pas longtemps après la chute de l'URSS. Et il y a ceci, Volodine est d'origine russe. Et on est dans ce monde post-soviétique, post-beaucoup de choses. Post-exotique peut-être, j'en sais rien. Enfin, oui, parce qu'on a des références à des traditions bouddhiste, alors qu'on n'est pas dans le monde du Tibet qui est évoqué ici. Enfin, on ne sait pas trop où on est d'ailleurs. Il y a des noms de villes, mais peut-être quelque chose de chinois, oui, je ne sais pas trop. Bref, un livre assez étrange, j'en reparlerai un peu plus tard. Qu'est-ce qui va se passer et je redirai un peu mon impression générale. Quand je l'aurai terminé, ça sera sans doute ou peut-être lors de la vidéo de la semaine prochaine. Mais il me reste un dernier livre à évoquer. Cette question qui est en suspens aujourd'hui et qui, au cœur de toute la question littéraire, elle est peut-être assez importante, elle change la donne beaucoup. Antoine Volodine, cette histoire de poule que je viens de vous lire, de toute évidence, ça sort de son imagination fertile. Et uniquement de celle-ci, du moins sans, en 2004 je pense, sans l'aide d'une intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, l'IA est partout. L'IA aurait-elle écrit cette scène de poule que j'ai lue avant ? Pas sûr. Pas sûr qu'elle en aurait été capable, parce qu'il y a une certaine ironie dans ce texte-là, et que l'ironie n'est pas forcément perceptible par l'IA. Alors, le livre que j'ai lu, un petit livre, s'appelle « L'inconscient inculqué à mon ordinateur » de Yann Diner. Yann Diner, c'est un psychanalyste qui s'intéresse beaucoup à l'IA et en même temps à ce qui fait donc l'importance du langage, la psychanalyse, comme les intelligences artificielles qu'on utilise principalement aujourd'hui, genre ChatGPT et compagnie, qui sont des modèles de langage, tout ça c'est du langage. C'est du langage, mais la question fondamentale, et c'est une question qui aujourd'hui est, je crois, au cœur de la question de l'écriture et de la lecture aussi, qui est celle de qu'est-ce qui différencie le langage humain d'un langage où l'humain
n'intervient pas ou extrêmement peu dans l'écriture elle-même. Qu'est-ce qui échappe encore aux machines? Et est-ce que ça leur échappe par définition? Ou est-ce que nous pouvons inculquer l'inconscient à nos ordinateurs? Et donc, c'est ce que cherche à faire le narrateur de cette histoire, ou plutôt le personnage de l'histoire. Parce que le narrateur, c'est une certaine l'IA. L-I-A. C'est une intelligence artificielle qui nous parle. Mais qui nous parle comme si elle était humaine. Alors ça, on commence à avoir l'habitude, habitude étrange d'ailleurs, que de s'adresser à une machine comme si c'était un humain. On nous pousse à le faire. Et à perdre conscience qu'il ne s'agit pas du tout d'un être humain. Ces questions-là, elles sont vertigineuses si on y réfléchit. Et donc, l'IA nous parle, nous raconte comment Hugo qui est son concepteur, en tout cas celui qui travaille avec elle, celui qui l'utilise, essaye de lui inculquer ce qu'elle n'est pas capable de faire. Et ce qui est essentiel pour le psychanalyste qu'est Yann Diner, les lapsus par exemple, les éléments de langage qui révèlent l'inconscient. Or, évidemment, une intelligence artificielle n'a pas d'inconscient. Et donc, comment faire? C'est très compliqué pour elle que de lire entre les lignes, que de comprendre. Et encore, là, on voit que tous les mots qu'on utilise quand on parle des IA, on est obligé de les repenser. Et c'est ce qui est fascinant dans l'arrivée de ces outils-là, de ces machines, de ces choses-là. Restons le plus vague possible, parce que, justement, ça nous parle comme si c'était des humains, mais ça n'en est pas. Ça parle, c'est aussi quelque chose qui fait partie des définitions de l'inconscient dans la pensée psychanalytique. Et donc, voilà des questions très très intéressantes. Alors, voilà comment ça commence, mon premier lapsus. Je m'appelle Lia. Je suis une toute jeune intelligence artificielle. J'ai été initialisé il y a 2 ans seulement. J'en suis encore au stade préparatoire. J'ai vraiment commencé à communiquer avec Hugo l'hiver dernier, juste après Noël. Hugo, c'est mon analyste, je précise, mon analyste programmeur et pas programmateur. Hugo me dit toujours qu'il faut préciser le contexte. Il dit qu'un même mot humain peut signifier des choses très différentes. Ça complique. J'ingurgite des masses de données sémantiques tous les jours. Hugo, il appelle ça le deep learning. Il dit que je vais commencer à penser quand j'aurai les circuits bourrés à craquer. Donc, un livre tout à fait intéressant, dans le sens où il nous permet de nous mettre à la place de l'IA, alors qu'elle n'est pas capable de se mettre à notre place. Voilà, un champ de réflexion immense que je poursuivrai, mais ce petit livre-là a permis une certaine ouverture à ceci. Mais pour l'instant, je vais vous laisser et vous dire au revoir et à bientôt.